Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour changer les bugs en or. Alors, qui suis-je pour vous parler de ça? Je suis Dev Android, si vous n'aviez pas remarqué avec mon t-shirt. Depuis 2017, et moi j'ai toujours eu une appétence pour la qualité qui, on va dire, était supérieure à la moyenne de mes collègues. En tout cas, à mes débuts, quand j'étais en ESN classique ou indépendant. En 2021, on me propose de rejoindre Théodo. J'ai tout de suite accepté parce que là-bas, tout le monde a une appétence pour la qualité qui ressemble un peu à la mienne. Chez Théodo, on fonctionne en ligne, donc inspiré par les méthodes de travail de Toyota. Et ça veut dire qu'on vient étudier nos problèmes, étudier donc nos bugs, on en tire des apprentissages et ça vient améliorer la qualité de nos apps. Chez Théodo, j'étais staffé sur une app qui était une usine à bugs. J'en ai fixe à peu près 100 en un an. Donc maintenant, j'adore les bugs et je suis prêt à vous montrer comment je les étudie, puisque de là, j'ai tiré une grande expérience. Ceux qui n'ont pas la ref du petit perso, c'est un perso de Yu-Gi-Oh! Qui adore les bugs comme moi, puisqu'il a que des monstres insectes. Par contre, moi je suis gentil, lui il est un petit peu méchant. Il avait jeté les cartes Exodia le maudit de Yugi dans l'océan. Enfin bref, désolé du spoil. À propos du Guillaume, c'est l'heure du duel. Alors attention, ça va être très rapide. Donc je vais passer sur la méthode. Ça va être très théorique. J'aurai pas le temps pour les exemples. La méthode que je vais vous présenter, je vous jure, elle n'est pas si chronophage que ça. Ça en a l'air, mais bon. Surtout, c'est rentable. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Alors, je considère qu'il faut identifier un bug avant de l'étudier. C'est-à-dire le reproduire et trouver une première correction ou alors un workaround. Sinon, je ne pourrais pas tirer tous les apprentissages de ce bug. Donc, étape 0, le debugging. Et pour ça, je ne peux que vous recommander ce site, debug.guide. Ça a été créé par deux monstres chez Théodo. Ça permet de débugger n'importe quel bug en 20 étapes. Attention, la première va vous surprendre. Bon, aujourd'hui, je ne vous montre pas ça. Gardez le site en tête. Vous écrivez debug.guide dans votre barre d'adresse. En fait, aujourd'hui, on va surtout voir les dernières étapes en détail qui correspondent à l'étude du bug. Et l'étude du bug, ça commence par le contexte. La première étape pour le contexte, c'est de décrire le problème, c'est-à-dire quel est l'écart par rapport à l'attendu. C'est encore mieux si vous mettez une vidéo du bug. Bon, très souvent ça, vous le trouvez dans le ticket de bug, c'est la base, mais je préfère le rappeler. Ensuite, vous allez identifier une ligne de code précise. En fait, si je ne trouve pas exactement la ligne de code, c'est sûrement que j'ai mal compris le bug, donc je me force à vraiment définir la ligne de code en erreur pour être sûr de bien l'avoir compris. Une fois que j'ai la ligne de code, je peux en déduire le commit ou la pull request. Donc là, je vais récupérer le contexte complet du changement dans le code, et du coup, c'est encore mieux pour la visualisation du problème. Et avec la PR, je peux avoir la demande fonctionnelle. Parce que dans mes équipes, on link le ticket à la PR. Je suppose que c'est à peu près pareil partout. Donc là, on a le contexte de la demande de développement. Bon, parfois, c'est plus ou moins complet, un peu à l'image de ce dessin. Voilà. Donc tous les éléments qu'on vient de voir ensemble, ça permet de comprendre l'intention du développeur et de la demande de développement au moment où le bug il est introduit. Qu'est-ce que le dev a voulu faire et pourquoi? Et comprendre ça, ça me permet 1. D'identifier plus facilement les causes, 2. De faciliter le partage, notamment les futurs apprentissages que je vais avoir, et 3. De faciliter la demande d'aide si je suis bloqué dans l'étude. Parce que ça se peut que j'arrive pas à trouver les causes, donc là je vais demander à des collègues de m'aider. Voilà, c'était les éléments importants du contexte. On peut en avoir plein d'autres en vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je veux les infos pertinentes pour me remettre facilement dans le sujet quand je reviens dessus. Je ne veux pas y passer plus de 30 minutes pour faire l'étude. Bon, à mes débuts, je mettais plutôt 1 heure et je me l'autorisais. Avec l'expérience, 30 minutes, c'est OK. Et je ne veux pas que ce soit trop lourd, sinon je ne vais jamais remplir les infos.
Voilà, donc maintenant qu'on a plein d'infos, on va passer à la partie qui m'intéresse le plus, les hypothèses de cause d'introduction du bug. Ok, on commence par les points clés et après on verra les causes typiques. Alors, premier point clé, se mettre dans un optique d'apprentissage plutôt que de justification. Je me dis que je fais des erreurs et en fait je veux apprendre de ces erreurs. Ça a l'air simple dit comme ça, mais le bug, il peut être de notre faute quand on l'étudie. Et il faut savoir rester humble. Un autre point clé qui ressemble beaucoup à ça, c'est ne pas rejeter la faute. En fait, en m'appropriant des responsabilités et en essayant vraiment de dire « non, c'est ma faute, j'ai pas fait ça », eh ben, je vais être beaucoup plus constructif et m'ouvrir d'autres horizons. Un autre point clé, ça va être de chercher les causes dans les 4 M. Man, machine, méthode, matériel. Les 4 M, c'est assez courant, je pense que vous connaissez. Sinon, vous connaissez peut-être les 6 sources d'influence, ce qui revient à peu près au même. En matériel, là, j'ai mis la base de code. On peut aussi penser aux user stories. Mais j'aime pas trop les user stories parce que ça nous sort un peu du système du code. Et en vrai, ça peut être un autre point clé, c'est agir sur les causes internes, celles sur lesquelles on a la main. Bon, souvent on a la main sur les US, mais c'est quand même surtout le rôle des PO. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est imbriquer les pourquoi, à la manière un peu bête d'un enfant de 5 ans, qui répète sans cesse pourquoi. Vous lui répondez, et là, il vous redemande pourquoi. Et en fait, si je m'inflige ça à moi aussi, je me demande pourquoi à chaque fois, ça va me permettre de trouver la cause en profondeur. Par contre, attention, en cherchant les causes avec les pourquoi, à ne pas mélanger les causes et les solutions. C'est quelque chose qui peut souvent arriver. Si on fait ça, on risque d'être biaisé et de zapper des solutions potentielles. Ok, ça c'était les points clés. Si je les utilise, je vais tomber sur des routes causes qui sont très souvent les suivantes. Alors, le mauvais geste de développement. Rien à voir avec l'Italie, contrairement à ce que fait penser l'image. Un geste de développement, ça va être un geste technique. Typiquement, un refactoring, c'est un geste de développement qui est très difficile. Donc si on a un refactoring dans les causes probables d'introduction de bugs, on peut se demander s'il est bien effectué. Voilà. On peut aussi trouver une librairie, est-ce qu'elle est bien utilisée? Voilà. Tout ça, c'est un geste de développement, et c'est souvent une cause classique. Ensuite, on a une mauvaise architecture. Est-ce que le développement ne viole pas les principes solid, dry, KISS, les 5S, etc. Est-ce que le code existant même sur lequel le développement s'appuie, il n'était pas déjà mauvais à la base? Le mauvais découpage. Alors, j'aime pas trop cette cause classique, mais les solutions qui en découlent, elles sont souvent assez intéressantes. Le mauvais découpage d'une US, autant dans la conception fonctionnelle que technique, c'est pas tout à fait une cause d'introduction du bug directe. Parce que ce qui manque souvent, ça va être de la méthodo, de la rigueur. C'est par contre plutôt une cause classique de détection tardive, en tout cas pour le mauvais découpage de commit et de MR, puisque là le bug va être dilué, il va être plus dur à détecter. Une autre cause classique, c'est la mauvaise traduction du fonctionnel. Si le fonctionnel est mal compris, si le nommage n'est pas représentatif, ou le typage n'est pas assez proche de ce qu'on représente vraiment dans la partie domaine, la partie métier. Ou si l'implémentation est biaisée par la tech. Ça, c'est une cause classique. Les design patterns, c'est des implémentations qui répondent à un problème qui est précis. S'ils sont mal implémentés ou mal utilisés, là, c'est un gros risque d'introduction de bugs. Et enfin, une mauvaise structure de données. Est-ce que la structure de données que j'ai choisie, c'est la mieux adaptée pour mon cas? Je vous donne un exemple rapide. Si je veux une liste triée sans doublon, je ne vais pas choisir une liste de Kotlin. Je vais prendre un sortie de set. Ok, ça fait beaucoup de choses en 10 minutes, je suis désolé. Je vous laisse 5 secondes de pause pour admirer la chenille qui a inspiré mon Pokémon préféré. Ok, on reprend. Maintenant que les hypothèses de cause d'introduction sont faites, on va passer aux hypothèses de non-détection ou de détection tardive. C'est un peu moins intéressant que d'avoir la cause d'introduction, mais je trouve que ça mérite quand même de se pencher sur le cas. Puisque pour rappel, plus un bug est détecté tard,
et plus il est coûteux à corriger. Et ça, en général, tout le monde s'accorde là-dessus. Alors, pour étudier la détection tardive d'un bug, il faut qu'on sache ce que ça veut dire tardif. Et donc, on va se fixer une échelle temporelle. Alors, chez Théodo, on s'est fixé cette échelle temporelle qui est très inspirée des méthodes d'Antotsu de Toyota. Donc, si je détecte un bug pendant la phase de développement, donc sur le poste du développeur, ça va être un bug de type A. Prochaine étape, on ouvre l'APR. À partir du moment où on a ouvert l'APR et qu'on détecte un bug, on détecte le bug qui est de type B, donc pendant la relecture. Ça peut être aussi la CI qui trouve le bug. Ensuite, on va merger le code dans la broche principale, et là, on est en phase C, donc validation des PO, recette des QA, etc. Une fois que la validation et la recette est passée, on va déployer en prod. Et si on trouve un bug à ce moment-là, ça veut dire que le bug a été trouvé en phase D et qu'il n'a pas été catché sur les phases précédentes. On faisait tout ça pour trouver les causes de détection tardive. En fait, trouver les causes de détection tardive, c'est la même chose que trouver les causes d'introduction. On pioche dans les 4M, on imbrique les pourquoi, on se remet en question, etc. Donc en fait, si j'ai un bug en prod, donc un bug de type D, je vais me demander pourquoi je ne l'ai pas trouvé en C, B et en A. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas été détecté pendant la recette, c'était quoi les tests de recette qui ont été faits, pourquoi il n'a pas été détecté pendant la validation, sur la MR, c'était quoi la technique de relecture, etc. Ok. Là, on a bien compris pourquoi le bug est là, on a vu comment étudier un bug de A à Z, quasiment, et on a déjà de quoi apprendre pas mal de choses sur nos bugs, non? Je sais pas vous, mais moi, si je m'arrête là, je suis quand même un peu frustré. Je vois tellement d'actions que je pourrais mettre en place à la suite de cette étude. Je vais donc vous présenter ce que je fais en général à ce sujet. Donc, comme pour les causes, on passe sur les points clés des actions. En supposant qu'on ait trouvé plusieurs actions après l'étude du bug, je vais essayer de choisir l'action qui est liée à la cause principale. En fait, j'ai pas envie de traiter les causes superficielles qui vont rien m'apporter, ni à moi, ni à l'équipe, ni au projet. Mais parfois, je vais choisir l'action qui est la plus intéressante, la plus pragmatique, la plus rentable, la plus rapide, et surtout, celle qui me motive le plus. Il ne faut pas alourdir les processus, sinon on ne va jamais faire l'action. Et changer le système de travail pour faire en sorte de rendre l'action pérenne. Saison 1, épisode 3, je ne sais pas si je vous ai parlé de mon Pokémon préféré. Là, justement, il est en pleine évolution après avoir battu la Team Rocket. Petite remarque sur les actions, la formation, c'est rarement la meilleure solution. Mais si c'est le cas, on essaye de former tout le monde pour ne pas blâmer une seule personne. Ok, on a vu les points clés, on va passer sur les actions typiques. Trouver les frères du bug. Si j'ai eu ce bug, je l'ai sûrement ailleurs dans le code, et donc pour moi, c'est indispensable d'aller chercher les autres occurrences. Parce qu'un bug détecté, c'est toujours mieux qu'un bug qui est encore inconnu. Empêcher la réintroduction. Si notre code, nos outils et nos méthodes de travail, elles empêchent petit à petit tous les bugs qu'on a croisés de se réintroduire, et bien à force, on n'aura plus de bugs. Et permettre une détection plus rapide. Si on n'arrive pas à empêcher l'introduction du bug, on peut travailler à faire en sorte qu'il soit détecté plus tôt. Alors c'est moins efficace, mais c'est parfois beaucoup plus facile à faire. Et maintenant, on arrive sur les apprentissages. En étudiant le bug, là, on a déjà appris plein de trucs. En plus, maintenant, on sait ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on sait quelles questions restent en suspens. Je vais passer sur les différents apprentissages que je tire, en général, d'une étude de bug. Alors, une meilleure connaissance de la codebase. En fait, avec chaque bug, on va mieux comprendre le fonctionnement, et même le dysfonctionnement, de l'app à un endroit précis. Et même parfois, on va comprendre l'historique des changements. En cherchant les solutions, on va se pousser à faire de la veille techno. C'est-à-dire, on va améliorer notre DevX. Et donc, on va apprendre beaucoup de choses sur nos outils de travail, donc de l'IDE à la CI, et on va en découvrir des nouveaux. Identification des points faibles. Si on se dit qu'un bug, c'est une root cause et donc un point faible, à force, on voit des points faibles qui se répètent. Et ça va être les véritables pain points de l'équipe et du projet.
Au début, je prenais juste 1 ou 2 actions par bug, et maintenant, avec le classement des points faibles que j'ai, eh ben, je peux mettre plus ou moins d'efforts dans les actions selon le classement. Mais bon, ça c'est déjà une étape supérieure. Et enfin, avec tous les éléments du contexte et les causes qu'on a trouvées, on va pouvoir calculer des KPI qui sont très précis. Ça nous permet de tacler des problèmes à une plus grande échelle en nous donnant des indices qui sont précieux. Et ça va surtout nous permettre de piloter un plan d'amélioration qualité en ayant des retours qui nous disent si c'est OK ou KO. Voilà, donc ces apprentissages, j'en fais quoi? Je les partage à l'équipe, aux autres équipes, et les autres équipes nous partagent leurs apprentissages. C'est un vrai cercle vertueux, on en apprend toujours plus. Et voilà comment je change les bugs en or. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant ou plus tard, je suis là les 2 jours, sinon sur LinkedIn. Bonjour, merci beaucoup pour le talk. Du coup, tout le système tiré du Lean d'étude du bug pour la compréhension de l'origine, de la cause, etc., les 4 why, etc., Ouais. c'est très efficace, je suis d'accord, nous on l'applique beaucoup, mais c'est aussi coûteux en temps parce qu'il faut réunir l'équipe, comprendre tout ça. Tu dis que tu as résolu 100 bugs en 1 an, c'est pratiquement un bug par jour travaillé, 2 jours travaillés. Ouais. Je travaille pas beaucoup. Comment est-ce que tu vas sélectionner quel bug tu vas prendre le temps d'étudier parce que tu peux pas le faire pour tous? Effectivement, c'est une bonne question. Il y a des bugs qui vont être trop vieux, par exemple, où tu n'avais pas la même équipe de travail, pas du tout les mêmes fonctionnements. Et là, du coup, tu peux sentir que le bug il n'est pas intéressant à creuser. C'est assez difficile au début de savoir quel bug va être intéressant à creuser ou pas. Avec l'expérience, tu le sens. En fait, plus tu connais ta codebase, plus tu sais si tu vas déjà tomber sur une cause que tu as vue. Et donc, ça permet de renforcer les KPI en disant j'ai encore ce point faible-là. Si c'est un truc que tu n'as jamais vu, eh ben là, c'est intéressant d'étudier. Parce que tu ne comprends pas encore forcément pourquoi le bug est arrivé. Je ne sais pas si ça répond à ta question, je pense en partie.